Commission sur les finances et l'administration de Montréal. Au nom de la commission, je remercie tout le monde d'être avec nous et je vous remercie pour cette participation à cette deuxième et dernière séance d'audition des opinions sur la consultation prébudgétaire 2026. Mes collègues et moi-même, on a très hâte d'entendre ceux et celles qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, notre commission poursuit pour cette septième année d'affilée des consultations prébudgétaires. C'est un exercice consultatif qui est une des étapes du processus budgétaire annuel de la Ville de Montréal et ça permet aux citoyens et citoyennes de s'exprimer sur les orientations du prochain budget de la Ville de Montréal. Donc, avant de poursuivre, j'invite tous mes collègues membres de la commission à se présenter en commençant avec Monsieur le vice-président Desbois. Pardon, Monsieur Desbois n'est pas là encore, il essaie de se brancher. En commençant donc avec l'autre vice-président de la commission, Monsieur Bourrel, pardon. Alors, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tout le monde. Je suis le maire de Beaconsfield et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et on va y aller dans l'ordre alphabétique des noms de famille pour les membres. Donc, Monsieur Boukala, Bonjour tout le monde, Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Merci d'être là parmi nous. Madame Brisebois, Bonjour, Julie Brisebois, mairesse de Senneville. Madame Christensen, Bonjour tout le monde, Lisa Christensen, conseillère de ville pour le district La Pointe-aux-Prairies, situé à Rivière-Prairie, Pointe-aux-Trembles. Bonjour. Monsieur De Souza, Bonjour tout le monde, Alan de Souza, maire de Saint-Laurent. Madame Grondin, Bonjour à toutes et à tous, Vicky Grondin, conseillère de ville élue à l'arrondissement de la Chine, également conseillère désignée à l'arrondissement de Ville-Marie. Monsieur Gratton, Bon après-midi à tous et toutes. Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement du district des Marchais-Crawford à Verdun. Madame Journeau. Bonjour, Virginie Journeau, je suis conseillère de ville à Pointe-aux-Trembles. Nous avons deux élus membres de la commission qui ne pouvaient être avec nous, Madame Julie Roy et Madame Nathalie Goulet, malheureusement. Et finalement, Monsieur Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont, est en train de tenter de se joindre à nous. Comme vous le savez, là, il y a eu des pannes sur le réseau Internet partout à Montréal aujourd'hui, donc c'est un petit peu plus ardu. Donc, on termine cet après-midi les séances publiques qui sont réservées pour entendre les mémoires et les opinions des citoyens, des citoyennes et des organisations qui veulent se prononcer sur les propositions qui sont contenues dans le document de consultation qui a été publié ce printemps. Je rappelle l'axe de la réflexion sur lequel nous souhaitons entendre la population montréalaise. Quelles devraient être la ou les priorités de la ville pour 2026 et comment les financeriez-vous? Donc, on a une dizaine de personnes et d'organisations qui se sont inscrits pour présenter leurs opinions, leurs mémoires dans le cadre de ces audiences. On va aussi accueillir tout dépôt de mémoire ou d'opinion écrite, même si l'organisation, les citoyens ne veulent pas nécessairement présenter verbalement devant la commission. On prend aussi donc les opinions écrites et c'est toujours le temps de nous les faire parvenir. Vous avez jusqu'à la fin de la journée, aujourd'hui, 21 mai, pour nous les transférer par courriel à l'adresse commission au pluriel, à commercialmontréal.ca, donc commission au pluriel, à commercialmontréal.ca. Après avoir pris connaissance de toutes les opinions, les mémoires, les commentaires de la population, les commissaires, on va se réunir en séance de travail pour élaborer des recommandations et le rapport qui ramènera toutes ces recommandations-là de la commission sera présenté et adopté lors de l'Assemblée publique virtuelle du 5 juin prochain à 16 heures. Donc, ce sera possible pour vous de nous suivre et ces recommandations-là seront ensuite déposées au conseil municipal et au conseil d'agglomération du mois de juin. Et le comité exécutif de la Ville de Montréal pourra donner suite à ces recommandations. Donc, si on suit notre ordre du jour,
On a donc un projet d'ordre du jour qui est classique. L'objet principal, c'est le dépôt et l'audition des mémoires et opinions, et ensuite suivi des périodes de questions des commissaires. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cet ordre du jour. Monsieur Boucala et Monsieur Gratton, merci beaucoup. Donc, ordre du jour adopté. On peut donc passer avec l'audition des opinions et des mémoires de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, cet après-midi, nous entendrons le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Nous recevrons également M. Orlando Nicoletti et M. Ted Rudland de l'Université Concordia cet après-midi. Donc, je tiens simplement à rappeler que tous les mémoires, tous les opinions, tous les avis écrits qui sont présentés à la commission seront disponibles en ligne sur la page de la sur la page liée à la consultation. Donc, tous les documents y seront. Il y a quand même plus d'une cinquantaine de personnes qui ont fait aussi parvenir des avis courts. Donc, c'est très apprécié et ce sera possible de les trouver si vous googlez, si vous allez sur la page de la commission. Donc, c'est simple, vous googlez Commission, Finances et Administration, Ville de Montréal. Vous allez trouver notre page, les différents dossiers sur lesquels on travaille et toute l'information est accessible à partir de là. On peut donc passer à l'audition des mémoires et opinions. Chacun des présentateurs et présentatrices a un maximum de 10 minutes pour nous exposer vos principales recommandations et observations. Et ensuite, il y a un temps d'échange avec les commissaires pour questionner, approfondir, clarifier les éléments présentés par les citoyens. Donc, je vais vous inviter, lorsqu'il va vous rester à peu près 2 minutes, je vais vous aviser qu'il reste 2 minutes pour que vous sachiez que vous devez conclure. Donc, nous entamons donc cette séance, comme je disais tantôt, avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal, avec M. Blaise Rémillard, qui est directeur général par intérim de l'organisation. Bien, merci de nous recevoir puis tenir cet exercice très important pour la collectivité. Alors, je me présente. Donc, vous l'avez dit, je suis directeur général par intérim du Conseil régional de l'environnement. Le Conseil régional de l'environnement, on est une organisation de bienfaisance indépendante qui agit sur tout le territoire de l'île de Montréal et nous intervenons sur tous les sujets liés à l'environnement, de la biodiversité à l'aménagement urbain, en passant par, évidemment, les grandes thématiques telles que l'adaptation et la lutte au changement climatique. Et on le fait de différentes façons, donc en intervenant dans des consultations comme aujourd'hui avec des mandats également d'expertise et finalement des actions d'influence plus générales. Alors, pour la thématique d'aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur la question de comment financer plutôt que quelles sont les priorités. Alors, il y a de nombreuses priorités qui sont définies, par exemple, dans le plan d'urbanisme et de mobilité, dans les différentes stratégies, dans les différents plans d'action de la ville. Et en matière d'environnement, on est généralement très favorable à ce qui se trouve dans ces documents-là. Par contre, la tendance, c'est que la ville manque de moyens pour atteindre les cibles qui sont dans tous ces documents. Alors, c'est vraiment sur cette question de moyens et de comment financer ces priorités de la ville que je vais intervenir aujourd'hui. Aussi, vous allez voir qu'on a appliqué les 3 RV. Alors, on a beaucoup revalorisé des présentations qu'on a faites ici dans les dernières années. Et spécifiquement, on a bien creusé l'aspect du financement du transport collectif l'an dernier pour la consultation qui portait sur ce thème-là. Alors, il y aura beaucoup d'exemples qui vont venir de ce domaine-là, mais qui, à notre avis, là, sont importants puis peuvent être aussi étendus aux autres priorités de la ville.
Donc, l'an dernier, ce qu'on vous disait, c'est que le succès de Montréal passe par le maintien et la croissance de l'offre de transport en commun et qu'il fallait grosso modo doubler le financement actuel. Donc, c'est un effort considérable là, puisque le financement de transport collectif est un poste important de la ville. On avait montré par ailleurs qu'il y avait dans une ligne rouge une croissance des besoins non répondus importante. Alors, depuis ce temps-là, la CMM a voté une contribution sur l'immatriculation plus importante qui va lisser la courbe, je dirais, qui va faire en sorte que le déficit est moins grand, mais on s'entend que c'est un financement qui consiste essentiellement à maintenir là, la hausse à soutenir la hausse des coûts d'exploitation. Et pendant ce temps, le déficit d'entretien des actifs se creuse et il y a de plus en plus de besoins non répondus alors que la population augmente. Alors, dans cette problématique-là, puis on pourrait faire un peu le même exercice pour ce qui est d'attrait de l'entretien puis des opérations dans les parcs ou en matière d'adaptation au changement climatique ou en matière de maintien des infrastructures d'eau. Mais donc, l'exemple ici est le transport collectif. Donc, on sait là déjà qu'on a des options de sobriété qui coûtent moins cher et qui apportent plus de bénéfices à la collectivité. Vous connaissez probablement cette infographie-là qui est tirée d'une étude des HEC qui a montré que qu'avec les modes de mobilité active, la collectivité fait des gains. Alors, à chaque fois que un particulier investit $1 dans sa mobilité en automobile, ça se répercute en coûts sociaux, que ce soit des infrastructures, les effets des changements climatiques, les effets des collisions, ça se répercute en coûts sociaux de $1,55. Donc, lorsqu'on investit dans l'auto, on se magasine des coûts supplémentaires dans le futur. Alors que dans les modes actifs, c'est tout le contraire. Et même avec le vélo, à chaque fois qu'un cycliste investit dans sa mobilité en vélo, la collectivité récolte 12 sous, notamment là, parce que cette personne-là va donc pas émettre de gaz à effet de serre, être moins malade, causer moins d'insécurité routière. Alors, l'idée ici, c'est de faire des choix de sobriété qui vont amener le plus de co-bénéfices à la population. Une question que j'ajoute dans la mise en contexte ici, donc on dit souvent favorisons le développement durable au Conseil régional de l'environnement. Bien, puisqu'on parle de commission des finances ici, j'aimerais qu'on parle de développement rentable. Et là, ici, on a une infographie qui montre les revenus de taxes municipales en fonction du kilomètre d'infrastructure. Alors, vous le savez probablement, mais les milieux qui vraiment concentrent la richesse puis qui apportent une grande valeur foncière à Montréal, puis il y a des grands revenus de taxes, ce sont les milieux qui sont denses, mixtes, qui génèrent beaucoup de richesses, alors que les milieux plus étalés, donc évidemment moins de résidents, moins de commerces, moins d'emplois par kilomètre de rue, par kilomètre d'infrastructure d'eau, par kilomètre d'infrastructure hydroélectrique, par kilomètre d'autobus qui doivent rouler. Alors, le ratio infrastructure-revenu est beaucoup plus défavorable quand on est dans des milieux moins denses. Alors, tout ça milite pour les orientations d'intensification urbaine qui sont dans le PUM. Par contre, ça ne règle pas nécessairement rapidement les besoins financiers de la ville. Et une idée qu'on pose de plus en plus au Conseil régional de l'environnement, c'est la notion d'exploiter l'espace fiscal. Donc, on l'a vu dans les dernières années, les gouvernements des paliers supérieurs ont plutôt tendance à refuser les demandes des municipalités par manque d'argent essentiellement et à diminuer les prélèvements d'impôts, de taxes ou à geler ceux-ci.
Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que dans cette relation-là, la Ville a un espace fiscal qu'elle peut récupérer. On a vu le gouvernement du Québec le faire jadis lorsque le gouvernement fédéral a diminué la taxe, la TPS. Alors, le gouvernement provincial, quelques années plus tard, a augmenté la TVQ. Donc, c'est essentiellement une logique qu'on souhaiterait qu'il soit appliquée et défendue à l'échelle municipale pour que les priorités municipales puissent être financées. Donc, on entend beaucoup les gens se plaindre donc, de la charge fiscale au Québec. Mais cette charge fiscale-là, elle tend à diminuer à travers les dernières années par différentes mesures. Puis on voit encore dans la dernière campagne fédérale, il y a eu des promesses tout azimut de baisse d'impôts et on voit encore dans l'actualité ces derniers jours des projets de diminuer, par exemple, la taxe sur l'essence ou le système de plafonnement d'échange sur les gaz à effet de serre. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un espace fiscal qui peut être récupéré. Donc, par les baisses d'impôts, on a aussi un cas important avec la taxe sur l'essence qui n'est pas indexée là, dans différents cas depuis 1995. Alors, le contribuable, là, ou les gouvernements ont laissé aller une valeur de 8 cents le litre là, en non-indexation de la taxe d'assises fédérale sur l'essence, par exemple, ou de 6 cents le litre en non-indexation de la taxe provinciale. Donc, tout cet argent-là est un espace fiscal qui peut être récupéré par le municipal avec différents leviers. Évidemment, nous, on va dire que c'est préférable d'utiliser des leviers écofiscaux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des revenus dans les poches des contribuables qui font des choix qui ont un plus grand impact sur la société, comme je l'ai montré au début, et on va financer des projets qui ont un meilleur impact sur la société. Donc, une qui est assez, que vous m'avez entendu déjà quelques reprises parler, c'est la tarification du stationnement sur rue. Le stationnement sur rue, vous savez, c'est beaucoup d'argent. Donc, nous, on parle donc d'une valeur entre 183 et 500 millions de dollars, dépendamment de comment on le conçoit. Si on essaie de se baser sur le budget, et puis l'espace de voirie dédié au stationnement, on arrive donc à 25 de l'espace de voirie, environ 183 millions de dollars qui constituent le stationnement en termes de coût. Donc, il y a aussi la question de la valeur, donc le terrain a une valeur, donc pas seulement les opérations et la gestion, il y a aussi toute l'infrastructure. Donc, quand on a fait le calcul en 2023, on est arrivé avec une valeur moyenne de 1 275 $. Alors, fois 450 000 cases sur rue gratuites ou à très faible coût, on a des valeurs qui dépassent les 500 millions. Et cette valeur-là, donc, elle est financée par qui? Elle est financée par l'ensemble des contribuables pour une minorité de contribuables qui stationnent sur la rue. Donc, ils sont privilégiés de bénéficier de ce service-là qui est rendu sous le pré-coûtant par la municipalité, alors que certains membres de la collectivité payent pour un garage hors rue, sont taxés sur la valeur de ce garage hors rue-là pour voir aux mêmes besoins, finalement. Alors, évidemment, vous m'avez entendu déjà dire qu'à notre avis, il faut tarifer l'ensemble du stationnement sur rue selon le principe de l'utilisateur-payeur, puis y aller évidemment graduellement. Je peux regarder un exemple, je ne voulais pas cibler personne, mais l'année dernière, on avait parlé de la tarification sur la masse des véhicules dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On voit là ici que même la deuxième vignette, là, le tarif le plus élevé, c'est 406 $ par année. Donc, on est très loin du 1 275 $. Il y a de la place. Donc, j'ai choisi cet arrondissement-là. Ce n'est pas celui qui tarifie le plus, mais ça peut être un exemple là, de à quel point même les arrondissements les plus exemplaires sont loin du compte et puis continuent de subventionner de façon importante les usagers du stationnement sur rue.
Monsieur Je Rémillard, je passe vous vite, inviterai à oui. conclure, s'il vous plaît. Exact. Donc, vous savez, la taxe sur le stationnement non résidentiel aussi, la ville va de l'avant en diminuant le seuil dans la zone D. C'est une très bonne chose. Il faut continuer. Et on peut aussi aller bien au-delà du statu quo sur la taxe sur l'immatriculation à la CMM et puis lever des sommes très, très, très importantes et tout en demeurant en dessous du palier là, de l'espace fiscal qui est abandonné par les différents gouvernements. Donc, avec un montant de 500 par année, on obtiendrait quasiment 1 milliard de plus dans la CMM là, pour financer les transports collectifs. Et puis, on pourrait imaginer d'autres choses. Sur les conditions de succès qui sont très importantes et qu'on pense qu'ils ne sont pas au rendez-vous présentement, une stratégie de communication et de mobilisation robuste, incluant une mesure de l'adhésion. Donc ça, si vous allez voir dans l'avis de l'OCPM sur le PUM, cette idée-là est bien nommée et on pense que c'est important. On parle de changement important, impopulaire, et on pense que la ville doit se préparer de façon importante. Aussi, ben, il y a cette idée de limiter la hausse du fardeau fiscal, donc de présenter des mesures comme une récupération de l'espace fiscal. On pense que c'est gagnant. Sinon, des programmes éco-fiscaux, remise de redevances à somme nulle. Donc, la ville ne s'en met pas plein les poches, mais on encourage les uns en tarifant pour les autres, ou un enlieu de hausse de l'impôt foncier en disant, ben, on aurait augmenté l'impôt foncier de temps, mais à la place, on a choisi tel autre tarif éco-fiscal. Il y a aussi toutes sortes d'autres stratégies qui doivent être mises en place dans la mobilisation. Donc, il y a des incitatifs, des aménagements, des compétences, une intervention sur la symbolique, par exemple, dans la publicité, qui va faire en sorte que les gens vont vouloir plus contribuer ou adhérer à des changements de financement, de mode de financement à la Ville de Montréal. Donc, ça, c'est tiré de notre cadre de référence voie sortie sur la motorisation des ménages, mais ça peut être appliqué à d'autres domaines. Finalement, protéger les ménages les plus vulnérables. Donc, évidemment, quand on arrive avec des solutions de taxation, ça a un effet régressif. Donc, les ménages à faible revenu vont être plus contraints par ces modes-là de financement. Et donc, on a imaginé l'an dernier, on vous l'avait bien expliqué, une solution où il y a une partie des sommes qui sont prélevées, qui sont retournées aux ménages à faible revenu ou vivant sous le seuil du revenu viable, donc pour financer des modes de transport qui conviennent à ces personnes-là, donc que ce soit pour diminuer la hausse du prix de la vignette, mais aussi pas se limiter à ça, puis subventionner encore juste les automobilistes pauvres, mais aussi intégrer une subvention à la mobilité partagée ou collective ou active. Et bien Merci. sûr, talonner les gouvernements supérieurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Merci. Merci beaucoup, M. Rémillard. C'est très apprécié pour votre présentation. Désolé de vous talonner un petit peu sur le temps. Donc, j'aimerais donc inviter mes collègues commissaires à poser des questions, commentaires sur la présentation que nous venons d'entendre. Chers collègues. Y a-t-il des interventions? Madame Grondin. Ben, je vais me lancer. Merci beaucoup, M. Rémillard, pour la présentation. Comme à chaque année, le CRE Montréal fait des suggestions toujours très intéressantes, puis aussi ambitieuses. C'est sûr qu'on doit prendre en considération tout ça, puis y aller quand même avec, comment dire, avec parcimonie, parce que, puis je vous dis pourquoi je dis ça, là, en fait, puis vous allez comprendre. Nous, ben, à la Chine, moi, je représente l'arrondissement de la Chine, puis évidemment, on est un quartier excentrique qui a beaucoup moins de dessertes en transport en commun. Quand on parle, par exemple, de tarifer le stationnement sur rue, bon, vous proposez des zones et tout ça, puis d'y aller avec des tarifs qui sont modulés en fonction de la réalité du territoire. Là, ça, je le comprends bien. Mais c'est sûr que, par exemple, pour un arrondissement comme nous ou dans des quartiers au pôle est et ouest de Montréal, ben ça devient très difficile de justifier ce genre
de mesures-là auprès de nos citoyens parce que malheureusement, l'offre en transport en commun, ben, elle est présente, mais parfois c'est plus difficile. On a vécu une refonte récemment, mais les citoyens ont toujours l'impression, là, tu sais, là, il y a une période d'adaptation, mais ils ont l'impression qu'ils sont mal desservis, puis ils voient pas le bout, là, tu sais, avec le 800 millions en plus au PQI qu'on a perdu pour la ligne rose. Les gens sont un petit peu désillusionnés, je dirais. Donc, c'est sûr que je trouve ça très intéressant. Pour les quartiers plus centraux, je pense que c'est très applicable dès maintenant. Pour les quartiers excentrés, moi, j'entends des gens dans mon arrondissement qui me disent, ben moi, je lance la serviette, là, moi, je retourne à l'auto solo, puis c'est fini. Là, je vais aller travailler à Ville-Saint-Laurent avec mon auto, ça me prend 4 fois moins de temps. Fait que j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus sur l'approche parce que c'est compliqué à expliquer aux citoyens. Monsieur de Souza, vous êtes dans la même situation. Les gens de l'Est aussi, là, donc je Mais pose... Vicky, on accueille très favorablement tous les Chinois qui vont venir en transport en solo, auto solo, vélo, whatever. Les bras sont ouverts, on les accueille, on les embrasse. J'ai travaillé à Ville-Saint-Laurent très longtemps, Monsieur de Souza. Je suis une... Je comprends ce que vous dites. J'aime beaucoup Ville-Saint-Laurent. Merci. Oui, ben donc pour répondre à cette question-là, vous avez parlé au début d'ambition, tu sais, puis je suis effectivement d'accord avec vous. Ce qu'on propose là est très différent du statu quo, mais se base quand même sur les ambitions qui sont dans vos politiques à vous, la Ville de Montréal. Donc, tu sais, dans le PUM, donc comment financer un réseau de tramway tel qu'on le voit dans le PUM et même un réseau de bus comme on le voit dans le plan stratégique de développement de la RTM présentement. On se gratte la tête s'il n'y a pas de nouvelles sources de financement, ça semble improbable. Donc, pour nourrir cette ambition-là qui est la vôtre, là, ben, qu'on partage évidemment, ça nous semble nécessaire. Donc, comment adresser la question avec des publics qui sont très dépendants de l'automobile présentement? Ben, une des façons, c'est effectivement d'axer sur la hausse de la qualité des services, puis le projet collectif dont va bénéficier la population. Évidemment, seulement se limiter à aller chercher les revenus. Aujourd'hui, je vous ai parlé de revenus, je ne vous ai pas parlé du projet, et puis vous êtes tous des élus. Je ne vous conseille pas d'aller en élection sur des nouvelles taxes, puis récupérer l'espace fiscal. Mais par contre, je vous conseille d'aller en élection sur améliorer la qualité service, régler la crise de l'itinérance, investir dans le maintien des infrastructures, que ce soit de transport, d'eau, se prémunir des changements climatiques. Et là, je pense qu'il y a un projet collectif qui est peut-être plus enthousiasmant. Donc, ce serait comme ça que je répondrais à la question. C'est évidemment, là, on est en commission des finances, mais c'est pas un programme politique complet là, que je vous présente, mais vraiment la question seulement de comment nourrir l'ambition qui est dans les programmes de la Ville présentement, puis qu'on partage. Oui, merci beaucoup, M. Rémillard, parce que vous abordez justement cette question-là de l'axe communicationnel. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. Parfait. Oui, exactement. Donc, merci. Y a-t-il d'autres interventions de mes collègues? Si ce n'est pas le cas, je vais me prendre un petit tour de parole. Monsieur Rémillard, je vous amène sur le terrain de l'actualité. Un parti politique à l'Assemblée nationale a fait la proposition d'harmoniser le prix à la pompe avec les autres provinces canadiennes. Ce ne serait pas une abolition de la taxe carbone, mais ce serait une réduction ou une élimination de la TVQ imposée sur l'essence ou sur la taxe sur les carburants ou payer une indemnité aux consommateurs. Bref, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que ça a fait la manchette cette semaine et que selon les estimations qu'on entend là, dans les médias, ça peut passer entre 800 millions et 3 milliards là, de coûts pour les finances publiques pour une telle mesure. De votre point de vue, comment est-ce que vous accueillez cette proposition? Ben, je dirais que dans le forum où on est présentement, j'accueille cette proposition-là comme
une douche froide supplémentaire sur l'espoir que les municipalités ont de voir les paliers supérieurs là, venir à leur rescousse avec des investissements importants pour financer les besoins puis leurs engagements. Euh, donc, moi, je pense qu'il va falloir que les municipalités développent des leviers, puis soient très autonomes et développent beaucoup de leadership pour faire face au futur là, où les gouvernements et puis les aspirants là, donc, au gouvernement envoient des signaux encore de diminution de taxes et tarifs. Donc, et non pas d'investissement massif dans le palier municipal. Euh, L'autre chose, comment j'accueille ça, ben, je pense que c'est un ennemi de la science, là, donc il faut faire la transition, il faut s'éloigner des énergies fossiles, il faut faire ça. Alors, j'ai été bien déçu de voir ça. J'espère que ça n'aura pas lieu ou en tout cas que ça ne mettra pas en cause les besoins de rééquilibrer le financement des transports collectifs, par exemple. Dans ce cas-ci, on sait on investit déjà 70% des sommes au PQI en transport routier versus 30 dans les transports collectifs et qu'en Ontario, c'est la proportion inverse. Ils investissent massivement, majoritairement dans le transport collectif. Alors, la question, il manque de détails là, dans la proposition qui est circulée, mais j'espère que le leadership sur la mobilité durable ne sera pas abandonné. Et sinon, que le palier municipal va prendre ses responsabilités parce que ultimement, sans ces investissements-là, c'est pas de développement immobilier, c'est pas de diminution de prix des logements, c'est pas on s'attaque pas à la crise de l'itinérance, c'est pas d'investissement dans les infrastructures d'eau, c'est pas d'investissement dans l'adaptation au changement climatique et donc ça fait que la ville de Montréal devient un endroit de moins en moins attrayant si on n'est pas capable de réaliser ces investissements-là dans les prochaines années. Merci beaucoup, M. Rémillard. Y a-t-il d'autres interventions de la part de mes collègues? Ça ferait le tour. M. Rémillard, on attend avec impatience votre documentation pour pouvoir en prendre compte lors de la rédaction de nos mémoires. Un immense merci à vous-même et à votre organisation d'avoir participé aux consultations prébudgétaires du budget de Montréal. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Nous allons prendre une pause de 2 petites minutes pour permettre à la prochaine présentation, au prochain présentateur de se préparer, être certain que tout est beau techniquement. Nous allons accueillir M. Orlando Nicoletti. Donc, on se reconnecte dans 2 minutes à 14h40. Bonjour tout le monde. On accueille donc M. Orlando Nicoletti qui vient nous faire part de sa vision pour le budget de la Ville de Montréal. Monsieur Nicoletti, la parole est à vous pour 10 minutes. Ouais, bonjour. Donc, merci de m'avoir reçu. Donc, je m'appelle Orlando Nicoletti, je suis étudiant et chercheur universitaire sur les questions de sécurité publique. Et j'étudie notamment le fonctionnement et l'impact du service de police de Montréal. Alors, ma présentation fonctionne un peu en tandem avec celle de mon collègue Dr Ted Ruckline, qui va venir après moi. On cherche tous les deux à repenser et à améliorer la sécurité publique à Montréal. Mais moi, je vais donner des pistes de solutions pour libérer des ressources financières, alors que Ted va expliquer où est-ce qu'on devrait investir de nouvelles ressources. Donc, comme ça, on répond un peu à la question de la consultation. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous demander de recommander dans votre rapport une série d'investigations dans les dépenses du SPVM. Le SPVM est le premier poste de dépenses de la Ville de Montréal et de très loin. En 2025, par exemple, le budget du SPVM s'est élevé à 824 millions de dollars. Et en deuxième place, il y avait le service de sécurité incendie à 408 millions de dollars, donc moins que la moitié. Il me semble donc primordial de s'assurer que l'argent public investi dans le SPVM est bien utilisé. Alors, en me basant sur le travail d'experts, d'organismes de défense des droits et d'organismes communautaires montréalais, je veux porter votre attention sur 4 formes d'action policière qui sont extrêmement dispendieuses et incontrôlées, qui n'ont pas d'impact positif sur la sécurité publique et qui, en même temps, constituent une violation des droits et de la sécurité des Montréalais. Donc, en premier lieu, je vous demande d'investiguer le coût de la lutte
aux incivilités du SPVM et du profilage social qui en découle. Donc, pour être clair, je parle ici d'un paradigme d'intervention policière qui se concentre sur les incivilités, c'est-à-dire les petites infractions à certains règlements municipaux, notamment sur l'occupation de l'espace public. En 2009, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, la CDPDJ, a déterminé que ces règlements municipaux et la lutte aux incivilités étaient la source première du profilage social des personnes marginalisées, notamment les personnes itinérantes à Montréal. Donc, le profilage social, c'est ni plus ni moins une campagne de discrimination, d'harcèlement et de violence menée par le SPVM au nom de la ville. C'est une source d'insécurité pour les personnes marginalisées et c'est une violation des droits de la personne des Montréalais. Et le profilage social, c'est aussi une des principales activités du SPVM. Ça représente des dizaines de milliers d'interventions par an, avec tout ce que ça comporte de patrouilles, de travail administratif, etc. Alors, comme l'ont dénoncé récemment plusieurs organismes communautaires tels que le RAPSIM et la Ligue des droits et des libertés, la ville ne fait malheureusement pas d'efforts pour mettre fin au profilage social. C'est très décevant et c'est très malheureux. Mais les Montréalais ont quand même le droit de savoir combien de leur argent la ville dépense pour violer les droits de certaines personnes et pour empirer la sécurité publique. Donc, la première chose, ça serait de pouvoir quantifier les dépenses sur ce thème-là. Deuxièmement, je vous demande d'investiguer le coût du démantèlement des campements où se réfugient les personnes itinérantes. La ville a adopté une politique de tolérance zéro envers les campements, et cette politique se concrétise par le démantèlement de centaines de campements par an. Comme l'explique la Commission canadienne des droits de la personne, ces expulsions forcées constituent une violation des droits de la personne en vertu du droit canadien et international. Et toujours selon la Commission, les démantèlements augmentent l'insécurité des personnes et les exposent à un risque accru de préjudice et de violence. En particulier, la Commission exige que le rôle de la police et des agents chargés de faire appliquer les règlements devrait être mis en arrière-plan dans les ripostes au campement. Alors, l'approche de la ville actuelle est donc contraire à la dignité humaine, mais elle est aussi extrêmement coûteuse. Les ressources mobilisées pour démanteler les campements sont énormes, surtout pour les grands campements, comme ceux de Notre-Dame. On parle d'une large présence policière qui inclut des escouades mixtes, des escouades anti-émeutes, des policiers à cheval, etc., en plus de la présence du SIM, des agents de la ville et de grosses machineries. Ces dépenses sont d'autant plus problématiques que les démantèlements n'ont aucun impact positif sur la sécurité publique et sur le problème de l'itinérance. Au contraire, ces actions empirent la détresse, l'instabilité et la santé des personnes itinérantes, ce qui entraîne de nouveaux coûts sur le long terme et des conséquences graves pour la sécurité de tous. Pire encore, comme le relèvent beaucoup d'acteurs communautaires, cet argent pourrait être utilisé pour financer des initiatives positives, tant pour les personnes itinérantes que pour la cohabitation, telles que l'aménagement des campements, l'ouverture de refuges, la rénovation de logements sociaux ou l'expansion de services de soutien médico-social. Alors encore une fois, les Montréalais doivent savoir combien d'argent est dépensé pour violer les droits de leurs concitoyens et pour empirer la sécurité publique. Troisièmement, je vous demande d'investiguer le coût des interpellations policières, ce qu'en anglais on appelle les street checks. Ce terme désigne les contrôles d'identité arbitraires menés par les agents de police à l'extérieur du contexte d'une enquête policière. Ces interventions n'ont aucun fondement juridique, elles violent les droits et libertés des personnes interpellées et elles constituent un des mécanismes fondamentaux du profilage racial et social. Comme l'a démontré le dernier rapport sur le profilage racial à Montréal, le rapport de l'équipe Harmonie, les interpellations n'ont aucun impact positif sur la sécurité publique. Et elles sont en même temps une source majeure de violences policières contre les communautés racisées. Alors, on a ces interpellations qui sont inutiles et nocives et qui ont un coût énorme pour la ville. Encore une fois, le dernier rapport sur le profilage racial a analysé 34 000 interpellations par an, ce qui est encore une large sous-estimation. Donc, on parle ici de dizaines de milliers d'heures de travail policier, avec tout ce que ça comporte de patrouilles, de travail administratif, etc. Et c'est sans compter les conséquences juridiques et financières pour la ville, parce qu'il faut quand même rappeler que la ville a récemment été condamnée à payer des restitutions de plusieurs centaines de millions de dollars pour les victimes du profilage racial et qu'il y a d'autres plaintes qui sont en cours. Pourtant, en ayant considéré tout ça, la ville et le SPVM refusent encore de mettre fin à ces interpellations, ce qui est très choquant. Mais encore une fois, ici aussi, les Montréalais ont le droit de savoir combien d'argent est dépensé pour ces actions policières qui violent les droits des concitoyens, qui n'ont pas d'impact positif sur la sécurité publique et qui ont plutôt un gros impact négatif
sur la sécurité de certaines communautés. Donc maintenant, quatrièmement, et puis le dernier point que j'ai, c'est que je vous demande aussi d'investiguer la réponse du SPVM aux manifestations. Alors, en tant que commission des finances, vous faites ici un enjeu très spécifique, parce que sur les 8 dernières années, le SPVM a dépassé son budget de 40 millions de dollars par an en moyenne. Et pourtant, ce n'est pas par manque de financement, parce que le budget officiel du SPVM a augmenté de 200 millions de dollars sur cette même période. Mais tous les ans, le SPVM justifie ce dépassement en évoquant les nombreuses manifestations qui se tiennent à Montréal et les coûts en heures supplémentaires que celles-ci entraînent. Alors sur ce sujet, je regrette de devoir dire que, de mon point de vue, la Commission des finances a été très légère face aux dépassements budgétaires et aux arguments du SPVM. Parce que tout d'abord, Montréal n'est pas la seule grande ville au Canada et ce n'est pas la seule ville avec des mouvements sociaux, des manifestations, etc. Pourtant, le SPVM est le seul service de police au Canada qui dépasse son budget par des sommes astronomiques. Pour faire un exemple, en deuxième place après le SPVM, on trouve la police de Vancouver qui dépasse son budget par 2 millions de dollars. Le SPVM, c'est 40 millions de dollars. Mais surtout, Montréal, c'est la seule ville où l'on permet à la police de dépasser son budget sans aucune conséquence. Alors, selon moi, il faudrait sérieusement investiguer le dépassement en général, mais particulièrement, il faudrait investiguer la réponse du SPVM dans la gestion des manifestations. Parce que selon moi, je soupçonne sérieusement qu'il y a une utilisation abusive des fonds publics dans ces cas-là. De nombreux observateurs et observatrices dénoncent une présence policière excessive et agressive lors des manifestations. Et ce n'est pas le cas nécessairement de toutes les manifestations, mais certaines manifestations qui portent des projets politiques qui sont en contradiction avec certaines valeurs peut-être du SPVM. Par exemple, beaucoup de manifestations étudiantes, beaucoup de manifestations LGBTQ, des manifestations en soutien à la Palestine ou surtout des manifestations critiques de la police. Très récemment, pour vous faire un exemple, le SPVM a répondu de manière très démesurée au rassemblement en honneur de Abisai Cruz, qui est un jeune père de famille qui a été abattu par des agents du SPVM. Donc, excusez-moi, j'ai un appel que je dois... Ok, vous m'entendez? Ouais. Donc, et en général, cette présence policière, encore une fois, mène à plusieurs violations des droits des manifestants et notamment violation de la liberté de la presse. Donc, encore une fois, ce n'est pas une présence sécuritaire. Donc, je vous demande ici aussi d'opérer une analyse sérieuse des dépenses engendrées par la gestion des manifestations du SPVM. Donc, pour conclure, dans votre rapport de consultation qui sortira dans 2 semaines, je vous demande de recommander une investigation des dépenses du SPVM sous 4 angles. 1, la lutte aux incivilités et le profilage social. 2, le démantèlement des campements. 3, les interpellations policières et le profilage racial. Et 4, la gestion des manifestations. Ce sont 4 axes majeurs de l'action du SPVM qui mobilisent des ressources énormes, tout en violant les droits et la dignité des Montréalais et en empirant la sécurité publique. C'est difficilement justifiable. Le SPVM et la ville devraient fournir des données nécessaires pour estimer le coût de ces actions. Et je vous recommande de rendre ces données publiques dans la mesure du possible et de mener une investigation en partenariat avec des experts, des organismes de défense des droits et des groupes communautaires. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci, M. Nicoletti. J'allais vous inviter à conclure, puis là, je vous ai entendu dire pour conclure, donc je me suis dessus. Mais merci, vous avez parfaitement respecté votre 10 minutes, c'est extrêmement précis. Y a-t-il des interventions de la part de mes collègues? Monsieur de Souza. On ne vous entend pas, Monsieur de Souza. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon, on vous entend. À vous la parole, Monsieur de Souza. Et merci pour la présentation. Je trouvais ça fort intéressant. Vous avez donné 4 pistes. Est-ce que sur les interpellations, les street checks que vous avez fait mention tantôt, est-ce qu'il n'y a pas déjà, donné que c'est dans les cours, un choix, un arrêt? Je ne me souviens plus, Monsieur le Président, où est rendu le dossier, mais je pensais que j'ai entendu quelque part que c'était dans les cours et puis en conséquence, je ne sais pas si c'est à la Cour suprême du Canada, mais c'est rendu soit dans la Cour d'appel ou la Cour suprême
cette notion de faire des street checks ou même les interpellations policières pour éviter qu'il y ait le profilage racial. Donc, ma question est plus une question pour l'information. Et donc, ce qui est à part si je me trompe, c'est les interpellations routières qui sont rendues à la Cour suprême. Et donc ça, c'est un autre type d'interpellation qui pose les mêmes problèmes, mais c'est pas les street checks. Là, c'est le fait d'arrêter arbitrairement des personnes qui conduisent un véhicule. Donc ça aussi, c'est une grosse source de profilage racial. Ça aussi, ça a été jugé inconstitutionnel, blablabla. Et le gouvernement québécois, je crois, a porté ses jugements jusqu'à la Cour suprême, si je ne me trompe pas. Les interpellations policières street checks dans la rue, il y a eu une condamnation de la ville de Montréal pour avoir permis au profilage racial de proliférer, mais je ne crois pas qu'il y ait un jugement pour l'instant qui impose à la ville ou qui est voilà. Donc non, je ne crois pas qu'elles sont au niveau de la Cour suprême. Mais par contre, la ville a le pouvoir de décider par elle-même de mettre fin, d'imposer un moratoire sur ces interpellations. Et d'ailleurs, quand les chercheurs ont publié leur deuxième rapport sur le profilage racial l'année dernière, qui a été présenté il y a quelques mois, ils ont fait une seule recommandation, qui était d'imposer un moratoire sur les street checks. Parce qu'ils ont dit, ces street checks n'ont aucun impact positif sur la sécurité publique. C'est une source centrale de profilage racial. L'étape nécessaire, pas suffisante, mais quand même nécessaire pour mettre fin au profilage racial, c'est d'éliminer cette pratique. Mais Fadi Daguerre et le SPVM refusent de suivre cette recommandation et la ville refuse de mettre de la pression sur le SPVM pour leur imposer cette recommandation. Donc ça, c'est la situation. Juste une suite de la même commentaire. Question, M. le Président, et puis une autre question en même temps pour M. Nicoletti. Le jugement que vous avez fait allusion, c'est sur l'interpellation routière, mais je soupçonne que si ça va aller à les cours d'appel ou la Cour suprême du Canada, comme vous avez fait mentionner tantôt, que soit il y aura des interventions ou soit dans le jugement de Cour suprême, il y aura un élargissement dans le contexte de ce genre d'interpellation qui n'aurait touchera pas nécessairement uniquement les autos, mais qui touchera toutes sortes d'interpellations routières et aussi sur la rue. Donc, je ne peux pas imaginer qu'ils vont faire ça uniquement dans une façon très étroite pour la question de l'interpellation routière, ignorant que sur le trottoir ou sur le coin de rue, vous pouvez avoir le même genre d'interpellation qui peut causer de discrimination raciale. Donc, ça se peut que, dépendamment sur les intervenants, dépendamment sur les arguments, mais la portée de ce jugement pourrait, une fois sur toutes, devrait clarifier la notion discriminatoire et exigera, si effectivement c'est discriminatoire, que ce genre de l'activité cesse. Est-ce que j'ai raison? Et Monsieur le Président, j'ai une deuxième question par la suite. Honnêtement, je ne suis pas avocat ou expert légal, donc c'est dur à dire, mais j'ai tendance à ne pas avoir la même confiance que vous avez parce que, par exemple, au niveau de la Cour supérieure du Québec, ils se sont vraiment limités aux interpellations routières parce que je crois que c'est un domaine légal différent. Là, l'accusation, on va dire, sur ce sujet-là, ça se basait sur le code de la sécurité routière et le fait que les interpellations routières ne sont pas conformes à cette loi-là, alors que les interpellations dans la rue des personnes qui marchent, je pense que ça fait partie d'un autre domaine de la loi. Donc, parfois, la loi est très précise et très limitée. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous avez raison, mais je ne suis pas sûr. Mais ouais, je ne suis pas sûr. OK. Monsieur le Président, une deuxième question rapide, si vous me permettez. Oui. Merci, Monsieur le Président. Deuxième question, dans la quatrième point que vous avez fait mention, que vous suggérez l'enquête sur les dépassements
coûts budgétaires où vous avez dit qu'il y a dépassement année après année sans nécessairement d'imputabilité pour justification. Est-ce que vous avez des suggestions ou des points à faire auprès de la commission de comment cette enquête pourrait se faire et plus particulièrement s'il y a comme partie de cette enquête, le service SPVM donne des justifications comme ils l'ont fait dans le passé auprès de la commission de finances. Comment on va traiter ça? J'essaie de juste voir quelle modalité que vous envisagez parce que ça pourrait être justifiable disant que il y a des coûts de temps supplémentaires justifiés par des événements, etc., etc. Et à ce moment-là, ce n'est pas les membres de la commission qui font ce genre de l'enquête. Donc, j'aimerais bien aller au fond de votre commentaire. Comment ça pourrait être fait dans une façon pour voir vraiment quelle partie pourrait être reliée aux opérations et quelle partie, selon vous, sont des dépenses qui devraient être réduites. Ouais, donc je pense que la chose principale déjà, serait d'avoir des données détaillées de la part du service de police pour comprendre où est-ce exactement ils ont déployé leurs ressources et surtout parce que le dépassement, c'est souvent les heures supplémentaires, alors avoir un compte-rendu très détaillé de quelles sont les situations où ils ont permis l'utilisation des heures supplémentaires. Okay? Alors moi, l'exemple que je vous donnais, c'est les manifestations où, par expérience, je sais que des manifestations très petites, le SPVM va envoyer des dizaines de patrouilles de police et des centaines de policiers, et c'est souvent les policiers les plus chers, ceux avec les anti-émeutes et tout ça. Donc, déjà, il faudrait réfléchir à est-ce qu'il y a un rapport rationnel entre les ressources déployées et l'événement en question. Et ça peut être pour les manifestations, mais ça peut être aussi pour d'autres événements, on va dire, unexpected. Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi faire une comparaison avec les autres services de police du pays, parce qu'encore une fois, à Toronto, à Vancouver, ils ont des enjeux très similaires à Montréal. Pas forcément, tous les ans à Montréal, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais c'est vrai de chaque ville. Donc, si ces choses se répètent tous les ans, on devrait s'y attendre et on devrait pouvoir budgéter pour ça. Ça ne peut pas toujours être une surprise. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Donc, je pense que ça passe par, d'un côté, avoir des données très précises, données par le service de police, et ensuite avoir une équipe de personnes. Encore une fois, ça devrait inclure votre commission. Je ne sais pas si vous avez des experts financiers, comptables de votre côté, mais aussi des organismes communautaires et des organismes de défense de droit et des experts universitaires pour regarder ces données ensemble et réfléchir dans le contexte. Est-ce que ces dépenses sont raisonnables ou est-ce qu'elles sont exagérées? Est-ce qu'il y a un abus? Est-ce qu'il y a un manque de discernement de la part de la police? Voilà, il y a plusieurs questions à poser. Ça, c'est ce que je propose. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Nicoletti, merci beaucoup pour vos suggestions. Je vous avoue que sur ce dernier point, le maire Bourrel a maintes reprises demandé à cette commission que quand vous avez un déficit qui est récurrent, qu'il y a une budgétisation qui doit être faite pour ne pas continuer la même erreur année après année. Je pense que c'est au moins 5 ans que le maire Bourrel fait son effort de répondre ou suivre la suggestion que vous avez mise en place. Mais merci encore pour votre présentation. Merci. Et si je peux ajouter une chose, je pense que ça aiderait aussi d'imposer les répercussions sur le SPVM pour ces dépassements de budget. Parce que forcément, s'ils dépassent tous les ans et on leur dit expliquez-le et puis ils ignorent et puis ça recommence, bah, ils n'ont aucun incentive à agir différemment. Alors que si on leur impose des répercussions comme dire bon, bah, vous avez dépensé tant, on va enlever cet argent du budget de l'année prochaine, comme c'est la même chose qui arriverait par exemple à la STM, la Société des Transports a été en déficit, on leur a dit vous devez couper des services pour récupérer votre déficit. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est une approche qui au moins impose une discipline de la part du service même. Si le service sait qu'il peut agir avec impunité, il agira avec impunité. Ça me semble
malheureusement évident. Et merci de votre écoute. Merci, M. Nicoletti. Une dernière question avant de passer au prochain intervenant de mon côté. J'étais quand même, vous avez piqué ma curiosité là, quand vous avez fait la comparaison entre les dépassements de coûts du SPVM et du service de police de Vancouver. On sait que Vancouver aussi, là, c'est une petite ville qui est combinée avec d'autres villes. Donc, moi, tu sais, ça fait, je ne sais plus, je pense 7 ans que je siège sur cette commission, puis à chaque année, on se pose ces questions-là, là. Ça fait partie de nos questionnements à chaque année. Donc, on est sensible à la question que vous soulevez sur les dépassements de coûts du SPVM. Donc, toute information complémentaire que vous avez, moi, je suis très preneur là, sur, par exemple, comment fait Vancouver. Mais il y a un élément tu sais, que, sur lequel je suis sensible aussi du côté du SPVM, c'est ben, quand il arrive une crise, on s'attend à ce que le SPVM encadre les manifestations et on s'attend surtout pas à ce que le SPVM dise ah, mais j'ai plus de budget, donc je n'agirai plus. Et c'est très difficile dans une situation aussi où est-ce que les finances de la Ville de Montréal sont très serrées de dire, ah, on va vous donner 10 millions excédents pour gérer les manifestations, puis après ça, on verra c'est quoi les besoins. Par exemple, là, j'imagine que vous avez suivi là, la commission des finances en novembre et décembre dernier, où est-ce qu'il y a eu une présentation du SPVM, puis on apprenait justement le 29 novembre là, qu'il y avait là, près de 9 millions de dollars qui avaient été dépensés par le SPVM pour sécuriser les manifestations liées au conflit israélo-palestinien. Donc, on voit que une crise sur un autre continent peut générer beaucoup de coûts supplémentaires sur la police parce que c'était très sensible. Il y avait aussi, on a on a des différentes communautés qui étaient affiliées à différentes parties du conflit. Donc, c'était très important que les choses ne dérapent pas. Comment est-ce que quand il arrive avec une crise comme ça, puis qu'on ne peut pas voir venir, parce que juste 9 millions, c'est déjà 4 fois plus que le 2 millions que vous parlez à Vancouver. Comment est-ce que vous voyez qu'on peut bien gérer un budget lié à l'encadrement des manifestations quand on est aussi à la merci de grands mouvements internationaux qui viennent toucher les Montréalais, qui peuvent générer des manifestations? Comment vous voyez ça? Comment on pourrait gérer ça d'abord? Je vais répondre aux deux questions. Donc, la première sur Vancouver, j'ai juste comparé avec Vancouver parce que Vancouver est le deuxième service de police qui dépense le plus au Canada. Mais on pourrait comparer avec Toronto, qui est plus équivalent à Montréal et qui dépense encore moins, qui excède encore moins son budget. Donc, ça peut déjà faire une partie de la réponse à votre question. Que clairement, il y a des services de police qui sont capables de budgéter pour ces crises-là. Donc, j'imagine que ce qu'ils font, c'est dire, on va dépenser 95% de notre budget et on va garder 5% comme coussin pour les crises. OK? Ça ne veut pas dire donner au SPVM un autre 40 millions de coussins. C'est-à-dire que maintenant, ils devraient déjà avoir les ressources, surtout parce qu'ils ont reçu des augmentations historiques du budget sur les 7 dernières années. Donc, ils devraient déjà avoir les ressources pour pouvoir faire leur travail sans arriver à 100% de leur budget et garder quelques millions pour les situations de crise. Sauf que comme, visiblement, ils voient qu'il n'y a pas de conséquences à aller au-delà, ils dépensent tout leur budget, ils dépensent encore plus, et ensuite, s'il y a une crise, ils dépensent encore plus. Mais encore une fois, c'est purement une question d'un côté, savoir si est-ce qu'ils ont assez d'argent pour faire leur travail, et de deux, est-ce qu'ils gèrent leur argent de façon responsable. Alors, ma position et la position de cette présentation, c'est qu'ils ont largement assez d'argent pour faire leur travail. Ils ont d'ailleurs tellement d'argent qu'ils font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas faire, et en plus, ils vont au-delà. Donc, la première chose, c'est ça, c'est d'imposer cette limite, et après d'imposer cette responsabilité de gérer les crises quand elles viennent. C'est assez prévisible. Puis l'autre question, donc ça répond un peu aussi à votre deuxième question, mais l'autre chose importante pour moi,
c'est de vous faire réfléchir au fait que quand le SPVM dit on a dépensé 9 millions de dollars pour sécuriser les manifestations, il ne faut pas forcément les croire à leurs mots. Parce que ça, c'est ce qu'ils disent. Mais comme je dis dans ma présentation, souvent, le déploiement policier dans ces manifestations est totalement excessif et il ne sécurise pas les manifestations. Au contraire, il empire la sécurité des manifestations parce que les officiers de police vont provoquer les manifestants, vont agresser les manifestants, vont agresser les journalistes, vont agresser les médecins. Donc, ça n'a aucun rapport avec la sécurisation. Mais ce discours sécuritaire, évidemment, justifie tout. Parce que tant qu'on dit, nous, on dépense pour la sécurité, bah alors on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il faut réfléchir critiquement. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est vraiment sécuritaire ou est-ce que c'est le contraire? Et voilà, et je peux vous dire encore une fois, par expérience, j'ai vu des manifestations avec pas plus d'une centaine de manifestations et une centaine de policiers. Excusez-moi, ce n'est pas raisonnable. Et la plupart de ces manifestations sont des manifestations extrêmement pacifiques, et même des manifestations qui peuvent déborder, ça ne justifie pas une présence policière illimitée. Et si vous permettez au SPVM d'avoir une présence policière illimitée dès que la manifestation est caractérisée comme dangereuse, est caractérisée comme insécuritaire, alors ils vont en profiter et ils vont déployer autant de ressources qu'ils veulent dans chaque condition. Donc il y a cette réflexion critique à faire et encore une fois, ça prend une analyse sérieuse, on s'assoit, on regarde les dépenses, on regarde la situation objective et on compare, est-ce que c'était raisonnable, oui ou non. Beaucoup d'observateurs vous diront, non, ce n'est pas raisonnable. Merci beaucoup, M. Nicoletti. Merci d'avoir pris le temps de participer à notre consultation prébudgétaire. C'est très apprécié. Tout document supplémentaire que vous pouvez nous faire parvenir, on va l'analyser avec détail. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Nous allons suspendre nos travaux 2 minutes, le temps de s'assurer que le prochain présentateur, M. Ted Rudland de l'Université Concordia, puisse bien s'ajuster à tous les éléments techniques et on se reconnecte donc à 15h11. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour tout le monde, on poursuit cette séance d'audition des opinions en virtuel aujourd'hui parce qu'on était en présentiel la semaine passée. On a le plaisir d'accueillir M. Ted Rutland de l'Université Concordia. M. Rutland, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez la parole pour 10 minutes. Mais merci à vous et à toute la commission de m'avoir accueilli et merci de votre travail qui est très essentiel à notre ville et très difficile, je comprends. Je vais commencer avec le constat suivant, c'est que nous avons un énorme problème à Montréal qui s'aggrave année après année. Chaque année, le comité exécutif de la ville augmente le budget du SPVM. Chaque année, le SPVM dépasse son budget et de façon massive. Et ensuite, on recommence le processus. On accepte que le SPVM a dépassé son budget et on l'augmente encore. Comme j'ai dit plusieurs fois dans le passé, dans des réunions comme ça, ce sont des problèmes qui sont uniques à Montréal. Moi, je suis un chercheur universitaire, j'étudie la sécurité publique dans les villes canadiennes. Donc, je vois ce qui se passe à Montréal dans une perspective plus large. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ailleurs, quelles sortes d'avantages nous avons ici, quelles sortes de problèmes nous avons ici qui n'existent pas ailleurs. Depuis 2020, Montréal a augmenté ses dépenses policières plus que toute autre ville au Canada en termes de pourcentage. Alors, ça fait 5 ans qu'on augmente le budget plus à Montréal que toutes les autres villes. On peut dire aussi, et je pense que peut-être mon collègue Orlando Nicoletti l'a dit, aucune autre force policière dépasse son budget chaque année comme le SPVM. C'est 40 millions de dollars chaque année que le SPVM s'auto-finance, décide qu'ils veulent dépenser 40 millions de nos dollars et on accepte que ça se passe. Donc, c'est très étrange ce qui se passe ici. Et j'ai réfléchi beaucoup sur des façons de sortir de cette cycle qui est très néfaste. Et je pense que
après beaucoup de réflexions, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour le problème. Un, c'est évidemment que la Commission sur les finances et l'administration, malheureusement, ne commente pas ce problème. Le problème, c'est que le comité exécutif de la ville ne commente pas et ne réagit pas à ce problème. Mais je pense qu'il y a un autre problème et c'est quelque chose que je veux réfléchir ensemble dessus. Je pense qu'il y a un décalage entre la façon qu'on discute de la sécurité publique pendant le processus budgétaire et la façon que moi et tout le monde ici comprend réellement la sécurité publique. Donc, je donnerais deux exemples qui montraient un peu le décalage entre les deux. Présentement, la police utilise beaucoup de ressources et beaucoup de notre argent en déplaçant des personnes en situation d'itinérance. C'est une énorme partie de leur travail, de donner des contraventions aux personnes en situation d'itinérance, de répondre à des appels concernant des personnes en situation d'itinérance. Et comme l'itinérance augmente de plus en plus chaque année, on dépense de plus en plus d'argent sur la police pour intervenir avec des personnes en situation d'itinérance. Et tout le monde comprend que ça ne règle pas le problème. Les policiers le comprennent, le chef de police le comprend. Je pense que tout le monde dans ces réunions comprend que envoyer la police pour déplacer une personne en situation d'itinérance le déplace et c'est tout. L'itinérance continue à exister, donc on dépense beaucoup d'argent pour ne pas régler un problème. Donc peut-être on peut réfléchir ensemble sur des façons qu'on pourrait agir autrement pour régler le problème à la base et diminuer le travail de la police qui sert à presque rien, malheureusement. Une autre façon d'aborder la même question, c'est qu'on sait très bien que au moins 70% des appels 911 qui sont acheminés à la police n'ont rien à voir avec la criminalité, n'ont rien à voir avec le danger, sont des appels pour de l'aide. Et ça fait des années que je dis ces choses-là parce qu'il y a des études qui le démontrent ici dans plein d'autres villes, mais Fadi derrière le dit la même chose. Il dit que 70% des appels 911 n'ont rien à voir avec le travail de la police. Et il a dit aussi que la police n'est pas la meilleure réponse à cette sorte d'appel et il peut se retirer de cette sorte de situation s'il y avait une autre réponse. Donc, c'est très clair qu'on dépense beaucoup sur la police dans des situations où la police ne peut pas régler les problèmes qui existent dans notre ville. Évidemment, il y a des problèmes où on a besoin de la police. Je parle juste d'un énorme pourcentage de cas où tout le monde comprend que la police n'est pas la solution. Donc, mais la question, c'est ceci. Qui va créer d'autres formes de réponses à ce genre de situation? Qui va s'assurer que ces autres réponses sont financées? Je pense que ce n'est pas du tout clair qui va le faire. On ne peut pas espérer que le SPVM va créer un autre service. Ce n'est pas leur rôle. Est-ce que c'est à la Commission de la sécurité publique de le proposer? Peut-être. Comité exécutif? Peut-être. Mais je dirais que ce n'est pas le rôle de la Commission des finances et de l'administration. Mais dans mon intervention cette année, je veux vous encourager de faire partie de la solution. Donc, je veux, en termes larges, je demande à la Commission cette année de jouer un rôle dans l'alignement des dépenses de sécurité publique avec notre compréhension actuelle de la sécurité publique. Donc, je vais suggérer trois choses en lien avec cela. Un, c'est très simple. Je suggère à la Commission de faire une recommandation que dans le budget pour 2026, on réfléchit sur la section du budget sur la sécurité publique. Présentement, dans le budget pour la sécurité publique, il y a deux choses, police et service d'incendie. Mais c'est pas cohérent avec notre compréhension de la sécurité publique. On comprend très bien que cette sécurité publique, ça implique beaucoup plus que service d'incendie et le SPVM. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre
dans la catégorie budgétaire de la sécurité publique. Et je pense notamment à deux choses. Un, EMIS, comme vous savez, c'est l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale. C'est un escouade non policier qui répond à certaines sortes de situations dans la ville. Présentement, on met ça dans le service d'inclusion et de diversité, mais ce n'est pas un service pour des personnes marginalisées. C'est un remplacement pour la police. Donc, j'aimerais que ce soit dans les catégories de sécurité publique. Il y a aussi Prévention Montréal, qui est assez nouveau, mais c'est un programme qui réfléchit sur la façon de prévenir des actes de violence, par exemple. Et là aussi, on le met sous les catégories de services de diversité et d'inclusion, mais on comprend très bien que si on veut prévenir quelque chose, c'est quelque chose qui contribue à la sécurité publique. Donc, ça, c'est au moins deux choses qu'on pourrait mettre dans les catégories de sécurité publique pour nous aider à mieux comprendre les différentes formes d'intervention qu'on fait à Montréal pour promouvoir la sécurité publique. Il y a peut-être d'autres cas, mais ma suggestion, c'est juste de recommander qu'on inclue au moins EMS et Prévention Montréal dans les catégories de sécurité publique et on réfléchit un peu plus largement pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre dans les mêmes catégories. Deuxième recommandation, c'est que la Commission recommande la création d'un service de sécurité publique à l'hôtel de ville. Présentement, il n'y a pas de service de sécurité publique. Le service de sécurité publique, c'est la police et les services d'incendie. Il n'y a aucun bureau ou service qui a la responsabilité de réfléchir sur la sécurité publique et de voir quelle sorte d'enjeux est-ce que nous avons. Est-ce que nous avons les bonnes réponses pour toutes cette sorte de situations? Est-ce que l'argent que nous avons est bien affecté à des différentes formes d'intervention? C'est clairement, il y a des services pour plein d'autres choses, services d'inclusion et de diversité, services de logement, etc. Et nous n'avons pas un service de sécurité publique. Et c'est normal, mais c'est de plus en plus rare. Beaucoup de grandes villes vont vers la création de soit un bureau de sécurité publique ou un service de sécurité publique. Et ça aide à concevoir de façon holistique et compréhensive de la question de sécurité publique dans la ville. Troisième recommandation, je recommande que la Commission recommande le tenue d'une consultation publique en automne sur la sécurité publique pour réfléchir avec des experts, des groupes communautaires et des citoyens sur des différentes formes d'enjeux qui existent à Montréal et quelles sont les meilleures réponses à des différentes situations. Donc, on parle de si, par exemple, 70% des appels 911 n'ont rien à voir avec la criminalité ou le danger, est-ce qu'on peut examiner ce nombre d'appels? Quelle sorte d'appels sont-ils? Est-ce qu'on peut réfléchir entre experts, entre élus, entre groupes communautaires, entre citoyens sur les meilleures façons de répondre à certaines sortes de situations? Et évidemment, ce n'est pas du tout clair qui devrait tenir la consultation. On pourrait dire que ça devrait être la Commission de la sécurité publique qui tient cette consultation publique. Mais vu qu'on parle des enjeux où c'est des questions budgétaires et de sécurité publique en même temps, je pense que c'est une opportunité de mettre ensemble les réflexions de votre commission et la Commission de la sécurité publique. Donc, je ne sais pas s'il y a un président pour cela, mais peut-être c'est le temps de tenir une assemblée publique ensemble entre la Commission de la sécurité publique et la Commission de l'administration et des finances pour s'assurer que nos réflexions budgétaires sont en lien avec les réflexions sur la sécurité publique. Donc, ça, c'est mes trois recommandations et je serais content d'être avec vous et prêt à en discuter plus. Un immense merci, M. Rutland. Très apprécié. Vous avez respecté le 10 minutes en plus, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre les interventions de mes collègues. Je vais me lancer.
J'y vais, puis M. De Souza, vous pourrez y aller ensuite, là. Euh, je pense qu'on est tous, je pense qu'on est tous conscients que lorsqu'on arrive avec la situation de personnes en situation d'itinérance dans nos rues, euh, on manque d'intervention en santé et services sociaux pour des gens qui ont besoin d'aide souvent avec des enjeux de santé mentale et que oui, parfois le communautaire peut être au rendez-vous, mais le communautaire encore dernièrement a perdu du financement de Québec, là, du moins je parle pour dans l'est de Montréal. On voit aussi que les policiers sont amenés parfois donc à être un peu la dernière ressource à pouvoir aller sur le terrain. Et moi, quand je parle à nos policiers de quartier, c'est ils font de la façon la plus humaine possible, mais c'est pas ça leur expertise. C'est pas pour ça qu'ils ont étudié et c'est pas pour ça qu'ils sont embauchés à travailler à la Ville de Montréal. Et ces interventions-là sont extrêmement coûteuses en termes de temps. Chaque intervention, lorsqu'il y a des enjeux de santé mentale, puis si on n'a pas d'aide du CLSC, si on n'a pas d'aide du CIUS, ça prend énormément de temps pour nos policiers. Puis moi, ce que j'entends comme message, c'est s'ils pouvaient avoir quelqu'un d'autre qui pourrait le faire, on apprécierait parce qu'il y a des gens qui disent Hey, moi, je veux des policiers pour faire respecter le 30 km/h autour de mon école. Je veux des policiers qui viennent pour gérer. Il y a un vol chez nous, puis les gens sont en attente des policiers. Euh, J'aimerais, moi j'entends, là, personnellement, on en discutera avec les commissaires, mais M. Rutland, quand vous nommez là, la proposition de que le SPVM essaie de compiler le coût des interventions policières auprès des PSI. Moi, je trouverais ça très, très intéressant parce que c'est de l'argent sur lequel la ville, soit les policiers pourraient agir sur d'autres priorités, comme le crime organisé, le contrôle des armes à feu, la sécurité routière. Ou ça pourrait aussi permettre des économies pour la ville de Montréal. Est-ce que vous avez dans vos études, dans votre champ d'expertise, est-ce que vous avez des exemples où est-ce que les corps policiers ont été capables d'extraire les coûts liés à une crise sociale comme l'itinérance? Euh, parce que moi, j'aimerais aller chercher ça. Puis si vous me disiez, ah ben oui, tel service de police, dans leur rapport annuel, ont totalisé telle chose, moi, je trouverais ça très intéressant. Est-ce que vous avez comme des référents où on est dans l'innovation, l'innovation, dans la nouveauté, parce que c'est pas particulièrement innovant, mais c'est un élément de nouveauté. Et ce qui est très commun, ce qui existe dans plusieurs villes, c'est une étude des appels 911 où on les met dans des différentes catégories. Donc, ce serait très facile de regarder les appels 911 et voir combien sont en lien avec la santé mentale, l'itinérance, etc. Ça, c'est très facile. Ensuite, on peut faire des hypothèses de coûts à travers ces chiffres, mais ça ne va pas être exact parce que, évidemment, c'est comme certains appels vont prendre 2 heures de travail, certaines 15 minutes. Je peux regarder pour voir si ça existe quelque part. Je pense que ce serait des chiffres pas exacts, mais peut-être très aidants pour notre réflexion. Donc, je vais regarder cette semaine et vous envoyer ce que je trouve si je trouve quelque chose. Mais certainement, pour le souligner, une étude des appels 911, c'est très facile à faire. Et ça s'était fait à Edmonton, à Seattle, à Denver, etc. Super intéressant. On est déjà reconnaissant que vous prenez du temps à participer à la commission. On ne veut pas trop vous charger, mais si vous avez des informations supplémentaires pour nous inspirer, on Ouais. est toujours preneur. Mais Et- on ne veut pas être trop exigeant envers vous non plus. Mais c'est mon obsession, donc c'est très facile pour moi de trouver le temps. Merci. Prochaine question de M. De Souza. Merci, M. Rutland. Juste une petite question. Vous avez suggéré que
ont créé un bureau pour sécurité publique à l'Hôtel de Ville. Entre-temps, je pense que dans la structure de la Ville de Montréal, de l'administration, le SPVM et la CIM, la sécurité, relève directement à le directeur général adjoint, qui est responsable pour les deux et qui, dans un certain sens, faire une genre de vue de l'ensemble de non seulement les deux services qui sont là, mais aussi s'il y a un besoin de l'inclure, d'autres mesures, comme vous avez fait mention, émises, prévention, whatever, que si c'est nécessaire. Donc, déjà, dans la structure actuelle, vous avez une genre d'inclusion dans la structure. J'hésite d'ajouter un autre niveau, un autre palier bureaucratique quand il existe déjà dans la chaîne de commande, dans l'administratif, quelque chose déjà en place. Et en même temps, ces deux services relèvent aussi à la Commission de sécurité publique, dont, par les élus, vous avez une genre de vue de l'ensemble. Donc, côté administratif, dont M. Martin Prudhomme est la personne qui était là, si ma mémoire est bonne, et deuxièmement, la Commission de sécurité publique qui est présidée par Mme Collin, Daphne Collin. Ces deux-là jouent ce rôle. Est-ce qu'il y a quelque chose autre que vous voulez ajouter comme une autre couche? Non, mais c'est très bon comme question. C'est clair. Donc, ce que je propose, c'est plus en lien avec le directeur adjoint de la sécurité publique, parce que je pense que, évidemment, la Commission de la sécurité publique joue son rôle, c'est nécessaire. Je parle d'un groupe de fonctionnaires qui pourraient aider les élus, dont la Commission de la sécurité publique, mais d'autres élus aussi. Et le problème que je vois avec le directeur adjoint de la sécurité publique, c'est qu'il y a une expertise de la police. Et j'ai eu des discussions avec lui et je pense qu'il n'est pas nécessairement quelqu'un qui comprend l'ensemble des enjeux de la sécurité publique. Donc peut-être il a maintenant des employés autour de lui qui ont d'autres formes d'expertise. Mais si on a un directeur adjoint de la sécurité publique qui a passé toute son carrière avec la police, on est coincé avec un peu le même problème que nous avons aucun endroit, aucun responsable qui essaie de dresser un portrait holistique et plus large de la sécurité publique. Donc, on a vraiment besoin de ça. Ça pourrait être 2 ou 3 personnes, tu sais, mais comme j'ai dit, ça devient de plus en plus commun. Des exemples comme Minneapolis et Glasgow qui pourraient aider les élus à mieux réfléchir sur les liens entre les différentes sortes de problèmes de sécurité publique qui existent à Montréal et des différentes sortes de réponses qu'on pourrait envisager. OK. Merci, M. Rutland. Merci, M. le Président. Merci, M. de Souza. Madame Journeau. Merci beaucoup. M'avait fait travailler là, durant la présentation. Là, je ressortais les présentations antérieures du SPVM là, pour aller chercher les chiffres. Dans le fond, c'est sûr, la sécurité publique, c'est toujours beaucoup là, dans le budget de fonctionnement parce que c'est des années personnes, des ressources humaines, donc c'est comme 6200 personnes, je pense, en 2025. Là-dessus, ça peut inclure des brigadiers, des brigadières. Donc, moi, je me demandais, quand vous nommez qu'il y a une énorme partie du travail qui est dépensée en temps et en argent pour l'exemple que vous avez donné, les personnes en itinérance, mais comment on peut le quantifier ça? Parce que c'est ça, j'essayais de voir si on a certains détails par rapport aux principaux écarts quand ils font la présentation à la commission que vous êtes habitués de voir au mois de décembre. Mais après, quand les gens viennent nous voir justement en conseil d'arrondissement pour nous parler qu'est-ce qu'on fait en sécurité routière, qu'est-ce qu'on fait pour la violence armée, c'est vraiment diversifier le travail de la sécurité publique. Comment est-ce que vous êtes sorti comme chercheur pour dire que c'est une énorme partie de l'argent qui est alloué, par exemple, au démantèlement? Mais on a des chiffres incomplets qui sortent chaque année. Donc, on sait le montant d'argent qui est dépensé sur le démantèlement des campements. On sait que c'est en termes de
appelle 911, on sait qu'un énorme pourcentage sont liés avec des situations non criminelles. On le voit dans la ville. Tu sais, tout le monde qui habite dans un quartier va voir la police est dans la rue beaucoup pour intervenir avec des personnes en situation d'itinérance. Donc, j'ai pas de chiffres exacts, mais je pense pas que je ne pense pas que ça enlève l'importance de mon intervention. Tout le monde sait que c'est un énorme montant d'argent, même si on ne peut pas le chiffrer. Donc, je vous demande de comme agir sur cela. Et deuxièmement, c'est clair qu'on pourrait tenir une consultation publique à l'automne sur la question et demander au SPVM d'essayer de les chiffrer. Ça ne va pas être exact, mais c'est clair que ça pourrait être fait. C'est bon, mais c'était vraiment pas pour minimiser. Non, non, je C'était sais, je vraiment sais. comme pour savoir si vous aviez comme, étant donné que c'est votre domaine d'expertise, c'est pour ça que je vous demandais. Vous aussi, si vous me permettez, est-ce que j'ai le temps, Monsieur le Président? Oui, allez-y rapidement. OK. Je sais que dans des années précédentes, en 2021, vous avez sorti, par exemple, l'indicateur d'étalonnage municipal canadien, tu sais, qui comparait justement par nombre d'habitants. On l'a pas à chaque année. Bon, je me souviens qu'il nous avait expliqué pourquoi, mais je me souviens plus de la raison. Donc, on était quand même plus bas que Winnipeg, Toronto, Calgary. Puis même chose, tu sais, en 2022, il sortait le coût de la masse salariale selon l'évolution de la population. En fait, il y avait une baisse. Fait que je voulais savoir, c'est sur quoi vous vous basez en 2024-25? Est-ce qu'il y a un autre réseau d'étalonnage qui est possible pour se comparer, là? Parce que tantôt, on parlait de Vancouver, justement. Je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme méthode actuellement. Et je peux vous envoyer les chiffres les plus récents. On peut regarder le nombre de policiers par habitant. Et Montréal a beaucoup plus de policiers par habitant que les autres villes au Canada. C'est 30% plus que le moyen, 30% plus que Toronto. Donc, on a beaucoup plus de policiers par habitant à Montréal. Et c'est pas parce que, tu sais, c'est parce qu'on demande à la police de répondre à beaucoup toutes sortes de situations. Deux, les chiffres sur des dépenses. Je ne pense pas qu'il y a une source qui examine des dépenses pour toutes les grandes villes. C'est une recherche que je fais chaque année. Donc, je peux partager ce que j'ai là-dessus. Ouais, et je peux facilement le vous envoyer. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Cela clôt donc notre période d'échange. Merci beaucoup, M. Rutland, d'avoir participé à notre commission. C'est très apprécié. Je tiens tout de même, dans votre demande de tenue de commission automnale, je tiens simplement à ajouter l'élément que l'ensemble des élus seront soit en campagne électorale ou ne se représenteront pas aux prochaines élections. Donc, ça va être pas évident de tenir des commissions cet automne. Je tiens simplement à le souligner parce que tout le monde va être en train d'être en mode campagne électorale, mais la proposition se vaut tout de même. Je vous remercie, OK. M. Rutland. C'est très Merci. apprécié et je vous souhaite une excellente journée et toute information supplémentaire va être appréciée. Merci beaucoup. Merci. De notre côté, cela clôt les présentations pour aujourd'hui. L'ordre du jour est épuisé. Donc, un immense merci à tous ceux qui ont participé, échangé leur opinion, soit aujourd'hui, soit la semaine dernière en présentiel. Et on a quand même eu une bonne dizaine de participants, donc c'est très apprécié. Plus des avis écrits que nous avons reçus et que nous allons tous lire. Un immense merci au service du greffe, à Mme Harvey qui a permis tout cela, le personnel, à la technique, à la logistique, mes collègues commissaires. Et comme je disais en début de séance, il est possible de transmettre vos avis écrits jusqu'à la fin de la journée, aujourd'hui par courriel à commission@commercialmontréal.ca. Commission est au pluriel, donc commission pluriel à commercialmontréal.ca. Donc, de notre côté, nous, les commissaires, on va se rassembler en séance de travail pour rédiger un rapport
avec des recommandations pour le prochain budget. Et notre prochain rendez-vous public sera le jeudi 5 juin à 16 heures pour la présentation publique de notre rapport. Donc, un immense merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je déclare cette séance levée.